Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je déclare la réunion du 14 décembre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser M. Roland Léonard. Graphique. Madame Lacombe. Julien. Merci. M. Capa. Madame Defranc. Merci. M. Lejeune. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Vous trouverez également un bic et un câble de chargement 3 en 1 offert par le service de la communication, ainsi qu'un pot de miel issu des ruches urbaines de la province de Liège qui a été médaillé d'or lors du concours des miels d'ici et d'ailleurs organisé à Wavre le 10 novembre dernier. Je vous informe également qu'une version électronique du carton de vœux est disponible depuis le portail des conseillers. À ce sujet, un email vous a été envoyé ce jour. Lors de notre réunion de bureau de ce jour, j'ai été informé, comme le prévoit le Code de la démocratie locale, du fait que je dois porter à votre connaissance l'exclusion de M. Didier Nissen du groupe PS. Je vous invite à en prendre acte. Il sera remplacé par Mme Isabelle Grindorch au sein de la 3e commission. Par ailleurs, M. Nissen m'a fait part de son intention de s'apparenter au groupe MR. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2023. Je donne la parole à M. le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président. Donc, notre dernière séance était présidée par vous-même, assistée de Madame Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h40. 47 membres y assistent. Monsieur le directeur général provincial assiste à la séance. L'Assemblée entend communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2023. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial à la question d'actualité reprise sous le document 2324-A02. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 2324, 035 à 038, 2324, 040 à 044, 2324, 046 à 049, 2324, 051 et 054 et les documents 2324, 055 à 069. L'Assemblée adopte les documents 23, 24, 070 et 71. Le Conseil provincial prend connaissance des documents 23, 24, 39, 45, 52, 53. Le Conseil provincial prend acte du document 23, 24, bar 050. Le procès-verbal de la réunion du 9 novembre est approuvé. La séance publique est levée à 17h10. Je vous remercie, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, le document 119, interpellation citoyenne concernant la vente de l'espace Bellevaux à Grivnier. Le jeudi 30 novembre dernier, j'ai été interpellé par M. Vincent Delcomen dans le cadre de la vente de l'espace Bellevaux à Grivnier. En vertu de l'article 2212-29 du Code de la démocratie locale et de l'article 93 de notre ROI, le bureau réuni le lundi 4 décembre a marqué son accord sur la recevabilité de cette interpellation citoyenne. Dès lors, j'invite M. Delcomen, représentant du collectif pour la préservation de l'espace Bellevaux, à la tribune afin d'exposer son interpellation. Alors, je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le gouverneur, Monsieur le directeur général. C'est en tant qu'habitant de Grivnier, citoyen de la ville de Liège, mais aussi de la province de Liège, que je m'adresse à vous. Comme vous le savez certainement, nous avons été informés par la presse de la décision du ministre fédéral de la Justice d'installer une maison de détention au sein de l'espace Bellevaux, situé au 189 rue Bellevaux, 4030 Grivnier. Cette annonce a donc, vous vous en doutez, d'une part surpris la population,
mais également profondément heurté celle-ci. En effet, aucune concertation ou information préalable ne nous ont été adressées dans le cadre de ce dossier, ni au niveau fédéral, ni communal, ni provincial. Alors je tiens tout d'abord à préciser qu'il ne s'agit pas d'une intervention citoyenne contre la politique des maisons de détention, bien au contraire. Je suis, mais avec le collectif, on est parfaitement conscient de la nécessité de trouver des alternatives à taille plus humaine pour permettre la réintégration des personnes condamnées à des peines plus courtes. Mais voilà, on se permet de toute façon de s'interroger sur le choix de ce lieu, dans un quartier résidentiel, les mots comptent, parce que ce n'est pas un site urbain, familial, très densément peuplé, aux contraintes urbanistiques et de mobilité déjà très nombreuses. Alors, je ne suis pas le seul à me questionner sur ce lieu, vous venez de le sous-entendre. Un collectif a été créé et rassemble des centaines de citoyens qui s'interrogent sur cette annonce. On l'a nommé le collectif pour la préservation de l'espace Bellevaux, parce qu'on va encore y croire, qui, dans un esprit constructif, vise l'affectation de ce lieu à un projet d'accueil qui resterait ouvert, dynamisant pour le quartier, comme il l'a toujours été auparavant. Alors ce dossier vous concerne au premier chef, étant donné que l'espace Bellevaux est ou était une propriété de la province. Donc je me permets donc de vous interroger sur ces différents points qui n'ont pu être éclaircis lors de la séance d'information à la population qui s'est tenue le 21 novembre dernier. La première question, c'est où en est le processus de vente du bâtiment? Appartient-il déjà à la régie des bâtiments? Est-il en cours de signature? Nous avons vu en effet l'arrêté royal du 5/10/2023 déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate par la régie des bâtiments, agissant au nom et pour le compte de l'État belge, d'un bâtiment avec terrain nécessaire pour l'implantation d'une maison de détention sur le territoire de la ville de Liège, ce qui est paru au Moniteur le 29 novembre dernier. Question, avez-vous accepté ou non un accord amiable avec la régie? Quel est le délai pour que la vente soit effective? Comment se justifie le choix de ce lieu, alors qu'aucun autre lieu choisi pour créer d'autres maisons de détention ne sont, d'une part, aussi enclavés au cœur d'habitations, mais d'autre part, parmi autant d'habitations. On nous sort parfois l'exemple de Courtrai. Il y a un parking, il y a énormément d'aménagements, il y a des espaces verts autour. Ici, il y a un vis-à-vis direct. Comptez-vous faire opposition à ces prises de possession immédiates notifiées dans l'arrêté royal? Alors là, je viens de parler avec Monsieur le Président. Malheureusement, je voulais vous faire une présentation différente au vu des derniers documents qu'on a reçus par l'intermédiaire de notre avocat et que la province nous a fournis. Mais je respecte le texte qui devait être dit tel quel. Sinon, en effet, j'aurais bien aimé, à la lumière des nouveaux éléments, pouvoir vous interpeller beaucoup plus spécifiquement. Voilà, je respecte juste le protocole. Pour en revenir aux questions, dans quelle mesure la province prend-elle en compte, si elle accepte cette vente, l'impact sur les habitants de la province de Liège, se trouvant en périphérie immédiate de son bien immobilier? Dans quelle mesure la province tient-elle compte du bon fonctionnement du quartier tout entier, quartier déjà privé de tous ses derniers services publics? Derniers services publics, on n'a plus de poste, on n'a plus de mairie de quartier qui s'ouvre, parce que pour le moment elle est encore fermée. On n'a plus de police, on n'a plus de commissariat. Il manque énormément de choses à Grivnier-Bas. Voilà, je tiens encore ça, encore une fois, comme chose qui doit se garder en mémoire. Les habitants de Grivnier le savent très bien, ça. Donc je reviens à la question. Dans quelle mesure la province tient-elle compte du bon fonctionnement du quartier tout entier, quartier déjà privé de ses derniers services publics, si elle n'utilise pas son droit d'opposition à cette décision unilatérale d'implanter une maison de détention en seul lieu totalement inadéquat? L'environnement et le développement durable faisant partie des attributions de la province, qu'en est-il de la préservation du seul espace vert qui reste disponible dans le quartier et sur lequel des centaines de maisons ont vu, étant donné la déclivité du terrain? Ça resterait un sacré spectacle. Outre les échanges avec le niveau de pouvoir fédéral, la décision de la vente du bâtiment pour une affectation en maison de détention a-t-elle été concertée avec les autorités de la ville de Liège? Des demandes d'urbanisme et ou d'environnement ont-elles été introduites par la province préalablement à la vente et ou est-ce une condition de sa conclusion?
Alors, sur le site de la province, on sait lire qu'à la province, nous sommes à votre écoute à chaque étape de notre vie. Alors là, je me plais à croire qu'il ne s'agit pas d'un slogan et que vous prendrez en compte mon questionnement qui concerne toutes les générations présentes dans l'environnement de l'espace Bellevaux et au-delà. Je vous remercie. Merci, Monsieur Delcomen. Et je vous remercie d'avoir respecté le texte que vous avez envoyé. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur André Denis, représentant du Collège, sur cette question. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. Monsieur Delcomen, je ne sais pas... Ah, là-bas, voilà. Permettez-moi d'abord, au nom du Collège provincial, du Conseil provincial, de vous souhaiter la bienvenue au sein de notre Assemblée. Nous avons pris connaissance avec intérêt de votre interpellation quant au transfert des droits immobiliers détenus par la province de Liège sur le site connu sous la dénomination Espace Bellevaux. Je vais m'attacher à y répondre au mieux. Depuis de nombreuses années, la province de Liège est donc en effet propriétaire d'un ensemble de bâtiments situés rue Bellevaux 189 à 4030 Grivnier et longtemps occupés par le Centre provincial d'hébergement. Pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, la province a décidé de mettre fin à cette activité d'hébergement, le service qui occupait les lieux et qui fait partie du département provincial de la culture a alors migré vers le nouveau site du B3 implanté dans le quartier de Bavière. Depuis lors, les infrastructures de Bellevaux n'ont pas trouvé de nouvelles affectations utiles à la province qui, en application de sa déclaration de politique générale et de son plan de rationalisation immobilière, a dès lors décidé dès le 25 novembre 2021, de les mettre en vente. Dans le cadre de cette procédure, une estimation de la valeur de l'immeuble a été réalisée par un notaire. Une publicité annonçant la mise en vente du site a été diffusée et des visites des lieux ont été organisées avec des acquéreurs potentiels, sans néanmoins permettre de trouver un acquéreur définitif. C'est dans ce contexte que la province de Liège a été informée par l'État fédéral de son intérêt pour le site et de son souhait de l'acquérir par expropriation. Dès cet instant, la province de Liège a bien sûr suspendu la procédure de mise en vente pour éviter de faire perdre du temps et de l'argent à d'éventuels autres candidats acquéreurs. Sans surprise donc, mais pour autant sans concertation préalable entre les autorités fédérales et provinciales, l'État fédéral a donc initié une procédure d'expropriation fondée sur la loi du 26 juillet 1962, toujours d'application lorsque l'autorité expropriante est l'État fédéral. Cette loi ne prévoit pas d'enquête publique préalable à l'adoption de l'arrêté royal d'expropriation et n'impose pas non plus une consultation publique. Le 13 octobre 2023, le ministère de la Justice a communiqué à la province de Liège l'arrêté royal du 5 octobre 2023 qui prévoit l'expropriation du site pour cause d'utilité publique et qui motive cette utilité publique. Suite à l'adoption de cet arrêté d'expropriation, la procédure pouvait se poursuivre de deux manières différentes, soit selon une voie judiciaire avec l'intervention d'un juge de paix chargé de fixer l'indemnité due par l'autorité expropriante au propriétaire, soit par la voie amiable, si les parties trouvaient un accord sur le montant de cette indemnité sans passer alors par la case justice. En l'espèce, puisque l'indemnité proposée par le pouvoir expropriant correspondait à la valeur vénale expertisée par le notaire, la province pouvait difficilement ne pas l'accepter. Elle s'est ainsi orientée vers la seconde option. Le 23 novembre dernier, à l'unanimité de ses membres, notre Conseil provincial n'a donc eu d'autre choix que de prendre acte de la volonté de l'État fédéral d'exproprier la province de ses immeubles situés au numéro 189 de la rue Bellevaux. Par la même décision, le Conseil provincial a aussi marqué son accord sur l'offre d'indemnisation formulée par l'État fédéral, à savoir 1 525 000 €.
L'acte utile à authentifier ce transfert de la propriété au profit de l'autorité expropriante est en cours de rédaction au sein du Comité fédéral d'acquisition d'immeubles. La date de la signature est encore à fixer. Cette signature marquera certainement la prise de possession presque immédiate des lieux par le fédéral, la procédure d'expropriation revêtant un caractère d'urgence inhérent. Notez cependant que pour le moment, nos services n'ont pas encore été contactés quant au timing de ce transfert effectif de possession. Voilà pour l'histoire du dossier et les avancements actuels de la procédure. Vous l'aurez compris, à leur audition, la province de Liège, en sa qualité de personne expropriée, n'a pas eu voix au chapitre lorsqu'il s'est agi de décider de cette expropriation. L'appréciation de l'opportunité de celle-ci appartient en effet, et selon la loi, exclusivement au gouvernement fédéral. La pertinence du projet, qui doit se déployer sur le site sous la houlette du nouveau propriétaire, ou ses motivations, ne pouvaient et ne peuvent donc occuper un débat entre les membres de notre conseil provincial. Le collège peut évidemment entendre avec bienveillance vos observations à propos des impacts divers qui pourraient être liés à l'implantation d'une maison de détention au cœur de Grivnier. Néanmoins, et en raison des éléments contraignants que je viens d'évoquer, la province n'aura tout simplement pas la possibilité de conditionner à quelque façon que ce soit le transfert de propriété, de prendre en compte ses conséquences. Elle n'a pas introduit préalablement et n'introduira pas de demande en matière d'urbanisme ou d'environnement dans le cadre de la vente qui ne dépend pas d'autorisation de ce type. Elle ne pourra pas se positionner en faveur ou en défaveur des points que vous soulevez. Elle ne pourra pas être l'interlocuteur que vous cherchez. Voilà la réalité de la procédure d'expropriation. Vous le voyez, dans ce dossier, je peux vous offrir l'écoute, mais pas grand-chose de plus. Et si nous comprenons bien votre questionnement, Monsieur Delcomen, et celui des habitants du quartier, je ne peux que vous demander d'entendre ces réponses qui doivent sembler fort peu favorables à vos attentes et à celles des citoyens dont vous portez ici la parole, et peut-être, tout en restant disponible aux futures questions, vous inviter à relayer la chose vers ceux qui ont voix au chapitre dans la future affectation du site de Bellevaux. Je vous remercie pour votre bonne attention. Merci, Monsieur le député provincial. Monsieur Delcomen, souhaitez-vous répliquer? La parole est à vous. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous remercier pour votre réponse. Et on aimerait bien en effet s'assurer qu'un relais puisse être pris par rapport à une parole ici. Parce qu'au-delà des attributions, je pense que le Conseil provincial est quand même, avec son principe de subsidiarité, en lien avec tous les niveaux de pouvoir, ne serait-ce qu'à travers Monsieur le Gouverneur, par rapport au fédéral, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment des ponts, des passerelles à pouvoir faire dans le cadre de ce dossier. J'aimerais peut-être faire appel à votre ressenti, parce que quand vous lisez un lundi 13 un article de presse, et que vous comprenez que le parc arboré, sur lequel vous vous êtes adossé délibérément en tant qu'habitant, devient une maison de détention à quelques mètres de votre foyer, sans aucun préalable, je vous assure qu'on subit un choc. Vous comprenez que le dernier poumon vert qui va bientôt disparaître, avec des détenus qui vont les remplacer, ça renvoie à une forme de détresse et certainement à une forme de tristesse. Ce choc qui est partagé par tous ces habitants aujourd'hui qui ont signé une pétition à hauteur de 1300, je pense qu'on en est là, et je ne compte même pas les pétitions papier. Certains n'en dorment plus, en fait. Ils sont abasourdis. Voilà, ça c'est déjà quelque chose que je voulais dire. Pour revenir justement sur la transmission des documents, nous avons pu lire dans les documents que vous avez transmis à notre avocat ce 12 décembre que la décision d'accepter l'expropriation a eu lieu au Conseil provincial du 23/11/2023, soit 2 jours après la séance d'information organisée par le ministre de la Justice. Ça aurait peut-être pu avoir un certain écho jusqu'ici, donc réunion lors de laquelle vous ne pouvez pas ne pas avoir été informé de la vive réaction des habitants du quartier, ni du succès de la pétition. Alors je ne lis à aucun endroit la prise en compte du quartier qui s'est construit tout autour du bâtiment de l'espace Bellevaux, de son parc dans vos documents, ni un lien entre l'acceptation de la vente par la Régie des bâtiments en vue de transformer l'espace Bellevaux en centre de détention. La province n'a peut-être pas l'urbanisme et l'aménagement du territoire, mais
n'a-t-elle pas suffisamment d'attributions pour aider ce collectif à stopper ce projet directement ou indirectement? Donc nous sommes informés des difficultés financières de la province, mais peut-on vendre un bien public sans s'assurer de l'adéquation avec sa future affectation? Si c'est le fédéral, alors ils feront tout bien. Aussi, en vertu du principe de... ça je l'ai déjà dit. En tant qu'habitants de la province de Liège, nous vous sollicitons en ce lieu afin d'obtenir votre soutien. Nous espérons une force de proposition aussi, en lien avec toute évolution de ce dossier. Et nous espérons évidemment des avancées concrètes, même si on a compris que ce n'est peut-être pas en ce sein propre qu'il y aurait les plus grandes avancées. On est prêt à tout prendre. Je voulais vous informer, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps. Allez-y, allez-y. Je vous remercie. Ce dont j'aurais bien aimé vous informer, c'est sur la démarche qui est faite concernant justement ce projet au départ du ministère de la Justice. Je voulais parler de ce qui est humain. Sommairement, le projet du ministre se fait sur base des écrits et recherche d'un certain Hans Claus. Nous en avons pris connaissance et des manquements évidents sont déjà présents, enfin c'est à tous les étages, mais il est prévu que du côté des détenus, autant qu'au niveau des habitants accueillant le centre de détention, une attention spécifique soit apportée pour une vie en commun. Mais ici, il n'y a rien qui est préparé. Alors mieux, on nie tout simplement, par exemple, la dévalorisation mobilière qu'on va subir sur base d'autres lieux comme Courtrai, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a rien à voir. Alors leur communication, elle est simple. Ça aura lieu, ne vous fatiguez pas. Alors croyez-moi, il n'y a personne qui est fatigué là, parce qu'on parle de nos lieux de vie. Alors au vu des multiples manquements de ce projet qui tente de faire rentrer des ronds dans des carrés, on se permet encore une fois d'interroger sur les choix du lieu. Nous, en tous les cas, on voulait être sûr que vous sachiez comment ça se passe, que peut-être qu'ils n'ont pas pensé à tout et certainement pas au lieu d'implantation. Et donc, je peux croire que vous manquiez d'informations, mais ce n'est plus le cas. Merci. Je vous remercie, Monsieur Delcomen. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. L'ordre du jour des questions d'actualité comporte 2 points. Le document A03, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative aux intoxications constatées dans le bâtiment scolaire de la province de Liège, au quai Godefroy. Et le document A04, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à l'état des bâtiments de l'enseignement provincial. Permet de vous rappeler une nouvelle fois que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question, je donne la parole à M. Serge Ernst. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Directeur général, chers collègues. Je souhaite avoir des éclaircissements concernant les intoxications constatées dans le bâtiment scolaire de la province de Liège quai Godefroy-Kurt. La presse nous informe que le campus Kurt de la Haute École de la province de Liège est resté fermé toute la semaine dernière suite à l'intoxication du mardi 5 décembre. Mardi 5 décembre, des élèves ont souffert de maux de tête et ce problème a de nouveau eu lieu mercredi 6 décembre. La santé de nos élèves est une priorité et dans ce cadre, je souhaite avoir des précisions sur la gestion de nos bâtiments provinciaux. Vous annoncez que des analyses de la qualité de l'air ont été commandées à une entreprise et que la province attend les résultats. Pouvez-vous nous informer du résultat de ces analyses ? Je souhaite ensuite une autre réflexion complémentaire qui doit être étendue à l'ensemble de nos bâtiments provinciaux. Pouvez-vous me préciser quel type de contrat de maintenance pour le service d'aération vous avez actuellement et pouvez-vous me confirmer que les prestations contractuelles ont bien été effectuées? Pouvez-vous également me confirmer que les installations dans nos différents bâtiments sont en ordre d'entretien et que celles-ci sont conformes? Il est important d'obtenir la plus grande transparence dans ce sujet sensible pour la santé de toutes les personnes qui fréquentent nos bâtiments provinciaux. Merci pour votre écoute et vos réponses. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
pas d'intervention. J'invite M. André Denis, député provincial, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Il n'y a pas de souci, si M. Rassa est d'accord. Je dirais qu'elles ont le même thème. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers. À l'heure d'écrire et même de lire cette question, donc le site CURT de la HEPL et de l'IPEP s'est toujours fermé après l'évacuation qui a eu lieu mardi passé, donc suite à une fuite dans le système de refroidissement et au malaise d'une vingtaine d'élèves intoxiqués au fréon. Cela vient s'ajouter aux soucis d'ascenseur et de monte de charge déjà évoqués par Grégory Peyron lors de la session budgétaire. Autant dire qu'il devient de plus en plus inquiétant et usant de se rendre au bâtiment CURT, tant pour les étudiants et étudiantes que pour leurs enseignants et enseignantes. Dans la Meuse de ce lundi 11 décembre, Philippe Nem, le secrétaire du sous-secteur province pour la CGSP Enseignement, explique, je cite, « En tout, 33 ascenseurs sont concernés pour l'enseignement provincial. Ils ne sont pas conformes aux exigences de l'organisme de contrôle. Ça dure depuis 8 mois et ça pose des problèmes, de sécurité notamment pour l'évacuation de certains produits, de manutention pour des charges importantes et le personnel d'entretien. » La réponse du député provincial André Denis à nos interrogations lors de la session budgétaire est donc fausse. Je vous cite, Monsieur le député, « Sachez que l'institution provinciale ne lésine pas avec la sécurité de ses agents. Les contrôles légaux et les entretiens périodiques par le fabricant des ascenseurs sont respectés, ainsi que les avis de conformité. » Au-delà de cette réponse, donc, fin de citation, au-delà de cette réponse qui joue avec la vérité des faits, j'aimerais entendre le Collège sur les actions concrètes qu'il compte mener pour sortir un certain nombre de bâtiments scolaires provinciaux de la vétusté dans laquelle ils se trouvent et quels moyens nouveaux il compte engager. Vous avez parlé de 10 216 000 € pour les interventions urgentes dans les bâtiments lors de notre session budgétaire. Comment définissez-vous l'urgence ? Quel temps considérez-vous raisonnable pour parer à une urgence ? Je reprends à nouveau votre réponse, Monsieur le député, en novembre. À peu près tous les sites, maintenant, vont enfin avoir un ascenseur fonctionnel. Il est temps, mais c'était compliqué, grâce notamment aux 500 000 € annoncés dans le budget extraordinaire. Ma question, comment définissez-vous ce « à peu près » ? Est-ce que tous les ascenseurs vont être conformes aux exigences de l'organisme de contrôle avant la fin de l'année? Ou y en a-t-il qui vont rester dans cet « à peu près » ? Personne ne nie la complexité d'entretenir des ascenseurs qui ont plusieurs dizaines d'années. Certains ascenseurs ont effectivement dépassé l'âge de survie de l'entreprise qui les a même construits. Mais 8 mois, cela dépasse l'entendement, dégrade la qualité de vie pour les enseignants comme pour les étudiants actuels et réduit probablement, et c'est regrettable, le nombre d'inscrits pour les années futures. Enfin, je voudrais également savoir si un contrôle des systèmes de refroidissement présents dans les bâtiments provinciaux est envisagé et si un suivi médical est assuré pour les étudiants enseignants impactés la semaine dernière sur le campus CURT. D'avance, merci pour vos réponses. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Monsieur André Denis. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, Monsieur les conseillers Ernst et Rassa. Je me permets de rassembler les réponses à vos questions, étant donné la similarité de vos questionnements qui se rejoignent sur le fond. Quant à la forme, j'invite M. Rassa à prendre quelques enseignements de courtoisie chez M. Ernst. Je suppose que sur cet élément, chacun et chacune, en ce compris M. Rassa, pourront me rejoindre sur la véracité de mes propos. Vous m'interrogez sur la situation d'urgence qu'ont rencontré les étudiants et le personnel provincial la semaine dernière, quai Godefroy CURT, ainsi que sur la problématique de mise en conformité des ascenseurs provinciaux. En ce qui concerne l'évacuation, une soixantaine d'étudiants ont ressenti des maux de tête, ont subi un malaise la semaine dernière à CURT. Je précise que les étudiants ont été vus par les services de secours.
juste après les malaises rencontrés et que tout risque pour leur santé semble avoir été écarté. Aucun suivi médical n'est requis jusqu'à présent. La société spécialisée dans le contrôle d'air, Veolia, a effectué des tests approfondis durant la semaine écoulée. J'apprends ce jour, M. Ernst, qu'aucune anomalie ni danger n'a été détecté et que le gaz fréon initialement soupçonné ne semble en rien responsable de la situation au vu des résultats d'analyse qui n'ont pas non plus montré de dépassement des normes en composés organiques volatiles. La situation est prise au sérieux et le nécessaire est fait afin d'assurer le confort et la sécurité des utilisateurs du site. La sécurité est effectivement un aspect majeur dans la gestion des bâtiments provinciaux. Je réaffirme, n'en déplaise à M. Rassa, que la province ne lésine pas avec la sécurité de ses occupants. Étant en charge des infrastructures, je parle de sécurité mécanique ou technique. Ce type de sécurité concerne les bâtiments où tout dysfonctionnement qui pourrait apparaître est dû à la défaillance d'un mécanisme. Je citerai comme exemple un système de ventilation défectueux ou encore, dans le cas qui nous occupe, des ascenseurs non conformes. Si je conçois que la manutention de produits et d'évacuation de déchets que vous évoquez est également une problématique importante à prendre en compte dans la gestion de la sécurité d'un bâtiment, il s'agit ici d'un aspect de sécurité au travail, s'éloignant quelque peu de la sécurité des bâtiments. Concernant plus précisément la problématique des ascenseurs, connue depuis 8 mois, expliquée à plusieurs reprises en commission ou dans cette salle, la situation d'à peu près que vous critiquez et qui est toujours en évolution, est aujourd'hui la suivante. 6 bâtiments ne disposent pas au minimum d'un ascenseur fonctionnel pour des raisons spécifiques à chaque site. Ce qui fait que sur les 53 bâtiments équipés d'ascenseurs touchés par des mises à l'arrêt en mai, 47 en ont au moins un conforme aux normes imposées et en fonctionnement. Par ailleurs, tous les ascenseurs ne seront malheureusement pas conformes et remis en service avant la fin de l'année. La raison principale est, comme maintes fois expliqué, l'indisponibilité de pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement. M. Rassa, vous me demandez également de définir le mot « urgence ». Au regard de la gestion des infrastructures provinciales, ce terme signifie que, suite à des éléments imprévus, des mesures complémentaires au planning d'entretien doivent être entreprises rapidement. Le temps raisonnable d'intervention sur une urgence dépend de la nature de cette urgence. Ce que je peux vous assurer, c'est que la réaction, la gestion et l'accompagnement sont adéquats, voire immédiats, de la part des services provinciaux dès l'émergence d'une problématique urgente en lien avec l'état d'un bâtiment. Par ailleurs, vous conviendrez que 400 sites provinciaux à surveiller constamment constituent un vrai défi et nécessitent de grands moyens en termes humains et financiers. L'anticipation permanente est donc impossible, surtout au vu de notre patrimoine provincial vieillissant. Pour contrer cette vétusté naturelle et espérer anticiper l'urgence, nous allouons un budget annuel récurrent et important à l'entretien et la remise à niveau de nos bâtiments avec une priorité dans le domaine de la sécurité et de l'efficience énergétique. Le montant en 2024, comme vous le rappeliez, s'élève à 10 216 000 € qui sont prévus. Au-delà de ce suivi, nous continuons une rationalisation de notre patrimoine en repositionnant nos services dans des bâtiments neufs et modernes. Nous répondons également à des appels à projets pour permettre une remise à niveau de certains de nos sites. C'est ainsi que dans le cadre du plan de relance de la région wallonne, nous avons obtenu la prise en compte de 2 de nos sites scolaires, celui du Marais à Seraing ainsi que celui de l'EP de Huy, pour un investissement cumulé de 14,7 millions d'euros et avec un subside total de 8 800 000 de la Wallonie. La réalisation est prévue dès 2024 avec une obligation de finalisation fin 2026. Enfin, dans le cadre du plan d'investissement exceptionnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons déjà introduit plusieurs dossiers au profit de nos bâtiments scolaires dans le premier appel qui en compte 3 d'ici fin 2024. Ce sont en effet les bâtiments scolaires qui posent le plus de problèmes dans notre patrimoine, il faut le reconnaître. Votre question porte d'ailleurs exclusivement sur ce type de bâti. Par ailleurs, la complexité d'intervention est accentuée par la difficulté du maintien de l'activité scolaire durant les travaux. Enfin, pour conclure, entre le budget dédié annuellement à l'entretien et la recherche constante de subsides extérieurs, nous faisons le maximum
pour maintenir et améliorer la sécurité, la qualité de nos infrastructures, ainsi que le bien-être des utilisateurs des différents sites provinciaux. Je vous remercie pour votre bonne attention. Merci, Monsieur le député provincial. Une réaction, Monsieur Ernst, sur ça? Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Denis, je n'ai pas de leçon de courtoisie à recevoir de votre part. Premier point. Non, vraiment, parce que j'en ai marre de ce genre de réflexion. Votre réaction, s'il vous plaît. Oui. Non. Allez-y. Oui. Deuxième chose, donc vous dites que la province ne lésine pas sur la sécurité de ces bâtiments. Je vais vous relater un fait que j'ai vécu, enfin je n'ai pas vécu moi-même, en tous les cas je suis persuadé de la véracité de ce fait, moi. C'est que le jour de l'évacuation même des bâtiments kurdes, la personne responsable de l'évacuation a demandé aux élèves et aux enseignants de ne pas emprunter l'escalier de secours. Pourquoi? Parce qu'il était un peu branle-ballant. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que le jour de l'évacuation, on demande aux élèves et aux enseignants de prendre l'escalier qui est tout réduit et de ne pas emprunter l'escalier de secours. Moi, honnêtement, je pense qu'on lésine avec la sécurité quand j'entends ça. Donc j'espère vraiment, je ne doute pas que les services provinciaux réagissent quand on les appelle, ils étaient là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vétusté des bâtiments qui sont là et qui sont connus depuis des années. Je pense que chaque débat budgétaire, on a une interpellation sur ces bâtiments scolaires. Et aujourd'hui, vous nous dites, pas de nouveau budget. Ok, moi, honnêtement, je ne sais pas. Je crains qu'il va y avoir un accident dans ce bâtiment avant la fin de la législature. Donc, j'espère juste que vous n'aurez pas ça sur le dos et sur la conscience. Et j'espère que le prochain cahier de modification budgétaire verra enfin une prise en main de ces bâtiments vétustes qui ont vraiment besoin d'une réflexion totale et pas juste des petites réparations d'urgence. J'espère vraiment que vous entendrez l'appel des étudiants et des enseignants. Ils en ont marre. Honnêtement, j'ai eu plusieurs élèves et plusieurs enseignants au téléphone, ils en ont marre. Il y en a qui veulent plus aller travailler tellement c'est insupportable d'aller dans ces bâtiments. Vraiment, je ne sais pas, je m'adresse aussi à Madame la députée responsable de l'enseignement. L'année prochaine, je ne suis pas sûr que les inscriptions seront là si le bâtiment continue à avoir cette mauvaise publicité dans la presse. Voilà, j'espère juste que vous entendrez ces appels au secours. Merci, Monsieur le chef de groupe. Monsieur Ernst. Merci pour vos réponses. Donc, je voulais simplement peut-être en effet rebondir sur votre réponse qui a été donnée ici à la tribune par rapport à l'enseignement, puisque est-ce qu'il existe un plan B si malheureusement le bâtiment, on ne sait pas le réouvrir prochainement, les examens arrivent, qu'est-ce qui est prévu au niveau des enseignants pour ne pas avoir un stress au niveau des élèves, pour être certain d'être dans les bonnes conditions pour passer leurs examens? Et deux, si à un moment donné on doit délocaliser, est-ce qu'il y a des moyens de locomotion qui sont prévus pour aider les élèves et les enseignants à pouvoir donner leurs examens dans des bonnes conditions? Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Comme votre intervention repose des questions, je propose qu'il y soit répondu à la prochaine réunion de commission. Proposition de motion pour assurer l'avenir de la cellule Switch-Tihange. Je vous informe que cette proposition de motion m'a été déposée en date du 11 décembre. Conformément à l'article 23, paragraphe 1 de notre ROI, c'est le bureau du Conseil qui est compétent pour l'application de la notion de compétence provinciale. Afin qu'un point puisse être inscrit à notre ordre du jour, il est impératif que celui-ci relève de l'intérêt provincial et de la compétence provinciale, comme précisé à l'article 39, paragraphe 1 de notre ROI. En ce qui concerne cette proposition de motion, j'ai estimé qu'il ne s'agissait pas de la compétence provinciale, c'est pourquoi j'en ai fait part aux membres du bureau de ce jour afin d'examiner cette demande. C'est par 7 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions que le bureau du Conseil a décidé de rejeter cette proposition de motion qui ne relève pas de la compétence provinciale. Votre motion le dit d'ailleurs bien, il s'agit d'une convention entre le gouvernement wallon, l'ASPI et NOSEC.
Les points 4 et 5 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 72 et 73, reconstruction des communes sinistrées par les inondations des 14 et 15 juillet 2021, octroi de subventions en matière de relations avec les territoires, les villes et les communes en faveur du CPS de Pépinster, les communes de Traux et de Pépinster et de la ville de Limbourg. Ces deux documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Point 6 de l'ordre du jour, document 074, subsides supracommunaux 2023, octroi d'une subvention pour le projet de reconversion de la salle de l'OM en pôle culturel au rayonnement supracommunal ayant obtenu une promesse de principe antérieurement. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 7 à 12 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 075 à 080, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts, Oyou, Créac, Domido, Fédération musicale de la province de Liège, le Hangar, Centre culturel de Spajalès-Toumont, Festival Parole d'Humain et République libre d'Outremeuse. Ces 6 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 6 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 6 résolutions. Les points 13 à 17 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 081 à 085, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien aux ASBL, Centre de la marionnette de Saint-Nicolas, les Grignoux, Latitude 50, Centre Jeune Les Récollets Verviers, la Ferme des Enfants, Centre Nature de Liège et de la Fondation Benjamin de Clout de l'ASBL In-Cité Mondi et de 14 bénéficiaires d'un subside de fonctionnement alloué aux institutions privées et de 11 bénéficiaires dans le cadre de l'appel à projet Théâtre amateur et Chant des énergies et octroi de subventions en matière de culture et de développement durable à l'ASBL Atmosphère. Le document 085 a également été soumis à l'examen de la 4e commission. En première commission, le document 085 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Rafik Rassa, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ce mardi 12 décembre, votre première commission s'est réunie et a débattu donc du dossier 23-24-085 ayant pour objet l'octroi de subventions en matière de culture et de développement durable, demande de soutien de la ASBL Atmosphère dans le cadre de l'organisation du 14e festival Vibration du 10 au 13 août 2023 à Malmedy. Un commissaire, tout en annonçant avoir posé la même question en 4e, s'interroge sur les montants octroyés au festival et la distribution entre 12 000 € du département culture et 3 000 € du département développement durable. Il affirme ainsi qu'autant la dimension culturelle saute aux yeux, autant la dimension environnementale pique aux yeux. Le député président répond qu'il ne va pas répondre à la place du député Denis, mais rappelle que plusieurs festivals sont engagés dans une reconversion vers des fêtes plus durables et soucieuses de l'environnement. Il relie ensuite la fiche du demandeur qui spécifie, je cite, « La demande s'inscrit dans le cadre de l'organisation du festival Vibration, festival de musique rassemblant plus de 50 artistes pendant 3 jours, tout en sensibilisant, et il souligne le point, à la protection de l'environnement. » Le commissaire se montre plutôt satisfait de la réponse et est encouragé par le député président à rester en première commission. Le commissaire conclut en rappelant
que, de bonne source, les gobelets en plastique du festival n'étaient même pas réutilisables et que l'artiste invité n'était autre que Plastique Bertrand. Après ce trait d'humour, votre commission s'est prononcée par 7 voix pour, 2 abstentions et 1 contre. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le chef de groupe. En 4e commission, donc, le document 085, ayant également soulevé des questions, j'invite le rapporteur, monsieur Maxime Degey, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller, vous m'avez piqué ma blague de ce soir. C'était en 4e commission qu'on l'avait fait, je voulais la garder quand même. Mais soit, effectivement, je confirme les dires de mon collègue, puisqu'on a eu la même question en 4e commission sur la justification du subside développement durable, et il a été répondu que le festival avait pour mission de promouvoir l'environnement, et également que les personnes participant à ce festival, notamment dans les exposants des food trucks, étaient invités à utiliser des produits locaux et à promouvoir les produits locaux. Il a été également posé durant cette commission de savoir pourquoi le dossier venait maintenant alors que le festival avait eu lieu du 10 au 13 août. Il a été répondu qu'on attendait certains justificatifs pour liquider la subvention. Notre commission a adopté le point à 6 voix pour, 2 contre et 1 abstention. Merci. Je vous remercie, monsieur le conseiller. Les 4 autres documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Allons. Sandrina. Marc et puis Sandrina. Voilà, Plastique Bertrand, alors. Merci, Monsieur le Président. Mais au-delà de l'humour, quand même 2 petites réflexions. Les rapports de commission doivent relater ce qui s'est dit en commission. Je tiens à dire que jamais le mot food truck n'a été évoqué en 4e commission, mais jamais. Et deuxièmement, jamais il a été question de l'environnement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis permis de reposer la question en première commission, c'est que la réponse en 4e était... j'ose même pas la répéter ici, tellement c'était nullissime pour une réponse d'un député provincial. Alors, la somme est dérisoire. En tout cas, au niveau de la province, on pourrait parler, ne pinaillons pas pour 3 000 €, mais quand même, on attend, chers députés provinciaux, vous connaissiez vos dossiers, un minimum, et là, c'était clairement nul. Il y a 3 000 € qui sont donnés à ce festival à titre de développement durable, et vous êtes incapable de nous dire pourquoi. Okay. Et ça pose quand même problème, et c'est pourquoi on a voté contre les 2 fois, non pas qu'on soit opposé au développement durable, mais on est opposé au fait de distribuer des subsides sans savoir pourquoi exactement. Et donc, les rapports doivent être corrects, et on attend de vous, chers députés, que vous puissiez répondre à nos questions, même si elles sont pour des montants anodins, vous devez pouvoir les justifier, ça n'a pas été le cas ici, et c'est dommage. Merci. Merci, monsieur Mannery. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Sandrina. Je vais montrer mon beau pull en même temps. Donc, vu que ça continue, chers collègues, bonjour, comme ça continue à nous piquer aux yeux, et même si Plastique Bertrand est durable, le site internet, je vous invite à aller le voir, il n'y a pas une seule motion de durabilité dans le bazar, donc nous voterons non. Merci. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Je souhaite qu'on ne va pas faire un vote globalisé, mais je vous propose quand même de globaliser le vote pour les documents 081 à 084, et puis nous voterons pour le 085. D'accord? OK, qui est pour les documents 081 à 084? Qui est pour? Unanimité. OK. Le document 085, qui est pour? Le groupe PS, le groupe MR, M. Nissen, qui est contre? Le groupe PTB, le groupe Écolo, qui s'abstient? Le groupe désengagé. Je vous remercie. Les points 18 et 19 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 86 et 87, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL Liège Europe Métropole et conférence d'arrondissement des bourgmestres du Collège provincial de Liège, Liège Métropole, exercice 2022, prévision 2023.
Ces deux documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Point 20 de l'ordre du jour. Le document 120, donation de matériel de prêt à des structures associatives culturelles issues du territoire de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Luc Lejeune, à nous en faire connaître les conclusions. Monsieur le Président, chers collègues, à la commission de mardi, relativement à ce point, un commissaire a posé la question de savoir s'il y avait eu des demandes simultanées pour des mêmes lots. La réponse est qu'il y a eu effectivement quelques ajustements, mais que toutes les demandes ont été satisfaites. Le même commissaire exprime son contentement de voir la répartition géographique des donations par rapport aux associations. Ensuite, en 3, il y a une question de savoir pour certains lots, il y a en fait moins de lots donnés que les lots qui étaient proposés. Qu'en est-il advenu? La réponse est que ce qui n'a pas été donné est effectivement réapproprié par la province et remis au niveau du bâtiment B3. Et enfin, la dernière question, y aura-t-il un second appel? Et la réponse qui est fournie est négative. Non, il n'y aura pas de second appel. Cela risque de créer de la frustration et le matériel restant n'est en fait pas suffisant pour un second appel. Le point a été voté avec 8 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 21 à 24 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 121 à 124, retrait des décisions du Conseil provincial approuvant des règlements spécifiques à l'occupation de bureaux et à l'occupation de locaux au sein du B3 et approbation des règlements spécifiques à l'occupation des bureaux et à l'occupation des locaux au sein du B3. Ces 4 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, M. Irwin Buckel, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames, Messieurs les conseillers provinciaux, la question du commissaire concernait le retrait de la décision du Conseil provincial approuvant un règlement spécifique à l'occupation de bureaux au sein du B3. La raison de ce retrait est d'ordre juridique suite à une remarque de la région wallonne. Le règlement redevance a donc été réécrit sous forme de règlement d'ordre intérieur. Ce changement est plutôt d'ordre sémantique et ne changera donc rien sur le fond. L'objectif reste le même, ainsi que les tarifs. Donc, question claire, réponse claire. Il n'y a pas eu plus d'intervention. Merci pour votre attention. Le vote aura été de 8 pour et 2 abstentions. Je vous remercie, Monsieur le Premier secrétaire. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Les points 25 à 27 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 88, 89 et 125, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, Centre de réadaptation au travail, le CRT, Maison des sports de la province de Liège et le Royal Football Club Liège Athlétisme, exercice 2022, prévision 2023. Ces 3 documents, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 7 voix pour et 2 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder au vote globalisé?
qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces trois documents? Unanimité, le Conseil adopte les trois résolutions. Point 28 de l'ordre du jour, le document 090, avenant à la convention de subventionnement conclue avec l'ASBL Royal Football Club de Serein Jeunesse dans le cadre du fonctionnement pour la formation des jeunes joueurs de football durant la saison 2023-2024. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 2 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 29 de l'ordre du jour, le document 91, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de la SBL Le Patio dans le cadre de l'achat de matériel. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 2 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 30 de l'ordre du jour, le document 92, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien de la SBL Cité de l'Espoir dans le cadre de l'achat de 2 fauteuils de stimulation sensorielle. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 2 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 31 de l'ordre du jour, le document 93. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Ferme Didactique de la province de Liège, exercice 2022, prévision 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 1 abstention que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 32 de l'ordre du jour, le document 94, don de 2 véhicules de la marque Toyota Yaris par la ville de Liège, zone de police à la province de Liège, école de police. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 1 abstention que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la troisième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 33 de l'ordre du jour, le document 95, ou paye à court, ruisseau d'As, citation à comparaître à la demande de riverains de l'ancien lit du cours d'eau en vue de la reconnaissance de la prescription acquisitive trentenaire, position de la province quant à la reconnaissance de la prescription acquisitive. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre quatrième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la quatrième commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 34 de l'ordre du jour, le document 126. Perspective de mise en vente de l'ensemble immobilier Chirou-Kennedy, procédure et conditions de la vente. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Madame Isabelle Humblet, à nous en faire connaître les conclusions. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les conseillers, la quatrième commission s'est tenue en date du 8 décembre à 17h au Val-Benoît. Les documents 23-24/126 concernant les perspectives de mise en vente de l'ensemble immobilier Chirou-Kennedy, procédure et conditions de la vente ont suscité plusieurs questions. Une commissaire s'interroge de savoir pourquoi les documents ont été envoyés à 16h alors que la réunion de commission s'est tenue à 17h le même jour. Il lui a été impossible de consulter les documents avant la réunion.
La première raison est que la réunion a été avancée ce vendredi alors qu'elle était prévue le lundi. La seconde raison est que l'ajout du point au Conseil est important car les conditions de la vente doivent être mises en place sans tarder afin d'éviter des problèmes de voisinage. L'acquisition d'un bâtiment et les demandes d'autorisation prennent un certain temps et le député a donné une brève explication des conditions de vente. C'est un marché avec certains critères d'attribution, avec un cahier des charges, avec un système de cotation de points, sourçant donc 80 points sur le prix et 20 points sur la présence ou pas d'option d'achat. L'acquéreur potentiel remettant une offre de prix avec option d'achat d'un certain montant, un montant dont au montant de l'achat, l'acquéreur récupère ce montant. Si la procédure d'achat échoue au moment des termes des 18 mois, le montant sera perdu. Le délai est relativement court de 2 mois et prendra fin le 28 février 2024. Une autre commissaire a demandé une autre question. Y a-t-il eu des amateurs et des offres spontanées? Oui. Or, les offres spontanées ne sont pas recevables. Est-ce que le collège provincial peut-il intervenir sur le fond et apposer certaines conditions? Non, il ne peut pas émettre des conditions. Le conseil ne peut pas refuser des offres. Pour ce qui est du fond, c'est la ville de Liège qui livre ou pas le permis de bâtir et qui émet des conditions. Le résultat du vote est de 6 voix pour et 3 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, M. Mannery. Merci, Monsieur le Président. Je tenais simplement à faire un petit commentaire ici, un parallèle sur la question, l'interpellation citoyenne de Bavière. C'est-à-dire qu'ici, on a pour la deuxième fois un site provincial particulièrement volumineux, particulièrement bien placé, où, ici en tant que conseiller, mais tout à l'heure des citoyens s'interrogent sur le fait quel est le réel pouvoir de la province quand il s'agit de vendre ce bâtiment sur sa future affectation. Et c'est vrai que quand on pense au Chirou, on est en plein centre-ville, on a un bâtiment extrêmement volumineux et on aura envie de se dire, et j'avais fait la boutade en commission, mais est-ce qu'on a envie de voir un Eros Center se développer à cet endroit de la ville? Ça reste évidemment une boutade, mais en tout cas, nous, on aura envie, et l'administration a déjà un petit peu répondu, mais on aura envie qu'avec le député et peut-être avec des personnes, le travail se poursuive, c'est comment faire d'une manière technico-juridico-administrative valable et légale pour que la province puisse, si elle le désire, avoir quand même un brin d'influence sur ce qui s'y développera dans ces endroits qui sont stratégiques, qui sont chers, et donc que ces endroits restent d'intérêt public, ou en tout cas puissent s'y développer des choses souhaitables pour le développement ici de la ville de Liège en l'occurrence. Donc il y a vraiment un vrai travail à mener d'un point de vue, au niveau des services pour voir si c'est possible à un moment d'avoir une petite influence en tant que province sur ce bâtiment qui nous appartient. Oui, bien sûr, on veut le vendre, mais est-ce qu'on veut le vendre simplement au plus offrant ou est-ce qu'on veut aussi avoir un projet qui sera souhaitable pour notre ville et notre province? Voilà, merci. Merci. D'autres interventions? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, M. Dyssen et les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB. Point 35 de l'ordre du jour. Document 127. Intervention financière de la province dans le coût des travaux de construction d'aménagement des abords de l'équipement sportif du hall d'athlétisme indoor à nu, modification du montant du subside suite à la non-réalisation de la condition suspensive prévue à l'article 7 de la Convention relative au financement du projet et de la Convention de mission architecturale numéro 2. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 36 à 49 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 096 à 109, deuxième Assemblée générale ordinaire 2023 des intercommunales CHR Citadelle, Lille, AIDE, SPI, ECETIA Intercommunal, ECETIA Finance, RESA, CHR Verviers, Intradel, Néomancio, Isocel, Enodia, SIL,
l'IGIL et Assemblée générale extraordinaire des intercommunales Cherchères-Verviers, Intradel et SIL. Ces 14 documents n'ayant soulevé aucune question, votre 5e commission vous propose de les adopter par 7 voix pour et 2 abstentions pour le document 102 RESA et par 9 voix pour et 2 abstentions pour les autres documents. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Vous l'êtes déjà allé le dire, mais vous n'êtes pas le seul, n'est-ce pas Valérie? Voilà. D'autres interventions? Nous pouvons passer au vote. Pouvons-nous globaliser les votes? Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 14 documents? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MM, M. Nissen, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB, le Conseil adopte les 14 résolutions. Point 50 de l'ordre du jour, le document 110, décharge des comptables des matières effectifs et suppléants officiant dans les différents établissements provinciaux. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 51 à 56 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 111 à 116, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, Association pour la gestion du château de Joué, Commission de la gestion du parc naturel Haute-Fagne-Eiffel, Fédération du tourisme de la province de Liège, Association de gestion des domaines touristiques du Vallon de la Lambrée, Blénimine et section belge du Centre international de recherche et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative, le CIRIEC. Ces 6 documents n'ayant soulevé aucune question, votre 5e commission vous propose de les adopter par 8 voix pour et 2 abstentions pour le document 112, Commission de gestion du parc naturel Haute-Fagne-Eiffel, et par 9 voix pour et 2 abstentions pour les autres documents. Avant de passer au vote et de voir si quelqu'un souhaite intervenir, M. Haussmann ne participera pas au vote sur le document 112 concernant la Commission de gestion du parc Eiffel. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 6 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 6 résolutions. Point 57 de l'ordre du jour, document 117, règlement provincial relatif à l'octroi annuel de subsides aux agences immobilières sociales. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? M. Rachat. Vous avez la parole, monsieur le chef de groupe. Président, simplement pour dire que non pas que le PTB soit contre les agences immobilières sociales, mais on pense que ce règlement prépare des coupes budgétaires à venir et que le budget sera désormais limité pour ce soutien. Et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce règlement. Merci, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Non. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe PS, le groupe MM, M. Nissen, les engagés. Qui est contre? Le groupe Écolo est pour. Qui est contre? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 58 de l'ordre du jour, le document 118. Octroi de subventions en matière de tourisme, répartition des subsides provinciaux d'équipements touristiques pour l'exercice 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Points 59 et 60 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 128 et 129, adhésion à la centrale d'achat dénommée Centrale de marché pour services fédéraux du service public fédéral stratégie et appui, et à la centrale d'achat de la police fédérale.
Ces deux documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité. Le Conseil adopte les deux résolutions. Point 61 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2023. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 25 janvier 2024 à 16h30. Je vous remercie. Bonne fin d'année à toutes et à tous.